Aller au cinéma, ce n'est pas seulement aller voir un film sur grand écran avec un son Dolby, c'est surtout avoir le plaisir du partage dans un lieu dédié. Je n'aime pas les films projetés exceptionnellement dans les salles polyvalentes. J'aime voir les films dans les cinoches, parce que les cinémas doivent se vouer exclusivement à leur art. Les échos enregistrés par les murs de tous les longs métrages qui ont été diffusés auparavant résonnent en se mélangeant harmonieusement au film qui y est projeté. Les murs des salles polyvalentes, eux, résonnent cacophoniquement en raison de la confusion des activités qui ont lieu. Cela parasite ce que l'on y voit. La boxe tue le concert, le théâtre est détruit par le bal des anciens, et la projection du film de Fellini est annulée par le meeting politique. Les bâtiments qui sont heureusement dédiés à un seul art et portent le nom de cet art, comme les cinémas, les théâtres, les opéras et les music-halls, grâce à cette exclusivité, sont des lieux intègres. Et parmi ces lieux dédiés, j'aime les salles permanentes, celles qui rabâchent leur art. À Paris, dans l'ancienne gare Montparnasse, il y avait un cinéma permanent, le Cinéac. Les voyageurs qui attendaient leur train pouvaient y entrer à n'importe quelle heure et en sortir d'eux-mêmes. Les gens rassemblés dans le noir n'avaient en commun que le fait d'être là. Ils ne venaient pas voir un film particulier, et personne n'était entré en même temps, comme cela arrive habituellement dans les salles qui planifient les séances. En dehors des voyageurs en partance, il y avait des enfants comme moi qui habitaient le quartier, des amoureux, des vieux venus se chauffer. Les images qui défilaient sur l'écran se réduisaient la plupart du temps à un enchaînement de films d'actualité et de documentaires. Elles permettaient un regard flottant, dispositif qui était fait sans doute pour éviter la frustration aux personnes contraintes de rejoindre le quai d'un train à prendre et qui n'auraient pas toujours pu voir la fin d'un long métrage. C'était la permanence et l'atmosphère du cinéaque qui me plaisaient. Autant que la taille de l'image, j'aime l'ambiance sonore des salles de cinéma. Le son des haut-parleurs y est particulier, dû sans doute au fait qu'il se propage dans un espace sans obstacle. J'ai jamais retrouvé cette impression chez moi où je peux pourtant voir les films aussi bien qu'au cinéma, et même quelquefois mieux, parce que l'écran de télévision émet une lumière qui vient de l'intérieur, au contraire du projecteur qui, comme son nom l'indique, projette sur l'écran blanc une lumière venue de la lointaine cabine. Ça donne une image moins lumineuse. Le scintillement de la lumière des tubes cathodiques des postes de télévision fascine le cerveau. Mais l'environnement, les murs, les meubles désignés par intermittence par les variations de lumière de l'écran empêchent une immersion à la fois physique et sociale du cinoche et altèrent le son. Au cinéma, la diffusion répétitive des films permet d'en voir le début après en avoir vu la fin. Quand on arrive en retard à une séance, on attend rarement la suivante pour voir le film en entier. Et en avoir vu la fin avant d'en voir le début donne une vision très différente. Le montage sauvage qui en résulte nie l'intention narrative de son réalisateur. Il produit un film nouveau, totalement lié à la subjectivité du spectateur, dépendant de son aléatoire arrivée dans la séance. Je reproduis sciemment ce fonctionnement dans les musées. Je fais d'abord la visite à toute vitesse dans le sens recommandé. C'est une sorte de repérage qui me permet d'avoir préalablement le sentiment du tout. Je reviens ensuite sur mes pas et reprends ma visite à contresens du flux des visiteurs. Je regarde plus attentivement tel ou tel tableau que j'ai remarqué à l'aller. J'écoute un moment le conférencier qui fait visiter un groupe en s'attardant sur chaque œuvre. Je le quitte soudain en ayant repéré au loin un tableau qui m'attire.
tel un rapace piquant sur la tache blanche d'un agneau, se détachant sur l'herbe foncée du pré. Je m'approche du tableau en bousculant presque la foule. J'ai besoin de désirer ce que je vois pour bien le regarder. Et le musée lui-même, son architecture, son organisation, le paysage que l'on voit de ses fenêtres, les gardiens, les visiteurs, tout cela, au même titre que les œuvres exposées, fait partie de mon intérêt. Je m'amuse de voir ces gens bien élevés qui, pour regarder un tableau, se penchent en avant, le bassin en arrière. Ils mettent les mains derrière le dos comme s'ils voulaient signifier aux gardiens, aux autres visiteurs, à la caméra de surveillance installée dans les coins, à la jonction des murs et du plafond, qu'ils n'ont aucune intention malveillante. En même temps que je suis témoin de ce respect et de la qualité d'organisation du musée, j'imagine le désordre des ateliers dans lesquels ces mêmes tableaux ont été peints. Je regarde cette jeune fille étrangère, regarder le portrait d'une autre jeune fille peinte, j'enregistre sa neutralité, aucun signe d'émotion dans ce visage-là, devant ce visage-ci. Le modèle du tableau semble plus vivant, malgré son immobilité définitive, que celle qui le contemple. Je m'attendris en voyant cette personne qui traverse précipitamment la salle pour aller chercher l'autre personne qui fait la visite avec elle, pour lui montrer un tableau et lui faire partager le saisissement qu'elle vient d'éprouver en le découvrant. L'urgence avec laquelle elle veut communiquer à l'autre son enthousiasme devant cette toile peinte depuis des siècles est un bain de jouvence dans lequel sont plongées les œuvres d'art chaque fois qu'elles sont regardées avec envie, comme on régénérait jadis les pare-chocs des belles limousines en les plongeant dans un bain de chrome. Oui, tant d'ordre dans le musée, après tant de désordre dans l'atelier, tant de portes sécurisées et gardées après la porte sans serrure de la maison du peintre, ouvrant sur la cour à tout vent, tout cela m'intrigue. Le musée est lui aussi un lieu dédié. Quand on visite le Palais des Offices à Florence, ou le Louvre à Paris, on visite un temple de l'art. Et je suis gêné quand les conservateurs de musées, pour bénéficier de recettes supplémentaires, y organisent des réunions d'entreprises ou des défilés de mode. Au Louvre, j'aime regarder la scène à travers les fenêtres, avec les tableaux dans mon champ de vision, parce que je sais que la nature imite l'art. Le musée Rodin est un ancien hôtel particulier dont la beauté suffirait à en justifier la visite. Mais s'il est difficile de ne pas regarder la pelouse à travers les portes-fenêtres ouvertes du premier étage, c'est une jouissance supplémentaire d'avoir dans le dos toutes ces statues de Rodin. C'est le musée la vraie vedette. Et c'est le lieu cinéma, le héros du film, qui est projeté. Je regrette ces salles trop sophistiquées où je n'entends plus le bruit de la bobine qui tourne, la pellicule du film entraînée par l'écran denté de l'appareil de projection. J'aime deviner son trajet entre les galets d'entraînement, son défilement à 24 images secondes devant la fenêtre violemment éclairée par la lampe à arc. Passage dangereux, puisque c'est la vitesse avec laquelle elle passe devant l'obturateur qui empêche à elle seule l'embrasement de la fragile pellicule. Le bruit de la bobine qui tourne, c'est le bruit du temps qui passe, la narration objective du film, son tempo mécanique. Si le film me plaît, je regarde ma montre. J'ai envie que cela dure encore. Je calcule le temps probable en fonction des longueurs habituelles des longs métrages qu'il me reste à jouir. Je suis bien dans le noir. Je suis bien à côté de ces inconnus que je n'ai pas eu besoin de saluer, avec qui je n'ai pas besoin de parler pour profiter de leur présence. Je serais heureux tout à l'heure de saisir en un instant, grâce à une scène plus lumineuse, un éclair d'orage, un flash dans le film provoquant une surexposition soudaine éclairant toute la salle. Je serais heureux d'évaluer combien nous sommes de spectateurs. Mais grâce au caractère fugitif de l'éclair, je ne renoncerai pas à mon intimité. J'aime le confort des fauteuils dans lesquels je m'enfonce. D'ailleurs, j'ai bien vu que les autres spectateurs s'y vautraient, eux aussi, et se lovaient à l'intérieur de cette coquille de tissu, se disposant à être comme moi, totalement disponible au film. Cette posture d'abandon signifiée par ce corps vautré, je ne peux pas la voir au théâtre, parce qu'au théâtre, je suis sollicité comme partenaire actif des acteurs. Au cinéma, je jouis d'être voyeur,
Au théâtre, je jouis de participer, et mon corps se tient comme s'il s'apprêtait à jouer à son tour ou à renvoyer une balle qu'on lui aurait soudain lancée. Et j'aime à la fois ce qui-vive du théâtre et cet abandon du cinéma. Je n'apprécie pas les films en version sous-titrée. Je sais que les cinéphiles tolèrent mal le doublage en le considérant comme une altération de l'œuvre originale, mais lire la traduction en bas de l'écran m'empêche de voir l'image, de la fouiller jusque dans ses plus petits recoins. Aussi, entre deux mots, je préfère le doublage, que je prends comme une traduction simultanée qu'on me donne avec le ton. Ça permet aux aires visuelles de mon cerveau de se consacrer au plaisir de regarder l'écran et de vivre cette continuité culturelle qu'il y a entre le bruit des hommes, les corps, les décors et les paysages. Mais par curiosité, j'aime écouter un extrait de la version originale pour connaître les vraies voix des acteurs. La nostalgie des salles de cinéma où l'on entend la bobine tourner rejoint la nostalgie des micro-sillons au grattement particulièrement audible entre deux morceaux. Ces bruits de fonctionnement perçus par l'oreille sont la preuve que le disque lui-même continue à vivre quand il ne diffuse plus de musique. Cela permet à l'auditeur de rester à la surface de l'écoute sans être plongé brutalement dans cet abîme de silence qu'il y a toujours entre deux morceaux numérisés sur un CD qui déclenche chez l'auditeur une angoisse existentielle. Le silence de ces espaces infinis m'effraie.